À l'origine, Dieu a créé les cieux et la terre. Puis il a dit « Faisons l'homme à notre image ». La Bible le nomme Adam. Il serait notre père à tous. Aujourd'hui, la génétique évoque l'existence d'un Adam scientifique. Des indices microscopiques dans notre ADN relient chaque habitant de la planète de sexe masculin au même homme, un lointain ancêtre commun. Pour comprendre comment c'est possible, nous devons découvrir le paradis perdu de cet Adam scientifique. Pénétrer dans son monde et le regarder droit dans les yeux. Au carrefour improbable de la Bible et de la biologie, nous nous lançons sur la piste d'Adam. Nous avons tous une apparence si différente que l'idée même d'une parenté entre tous les hommes semble inconcevable. Difficile de croire que 6 milliards d'êtres puissent avoir le même ancêtre. Et pourtant, 3 des plus grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, affirment qu'un seul homme est notre père à tous. Cela fait d'Adam un personnage central dans les croyances de plus de la moitié des habitants du monde. Désormais, la science nous offre la chance de trouver cet Adam génétique, un ancêtre unique dont l'ADN survit dans chaque homme peuplant la planète aujourd'hui. Des Inuits de l'Arctique aux Amérindiens de l'Amazonie, des nomades du désert aux hommes d'affaires de Wall Street. Spencer Wells, un généticien qui collabore avec le National Geographic, nous emmène dans une quête dont le but est d'identifier l'Adam génétique et de révéler en quoi il était si exceptionnel qu'il a pu engendrer tous les hommes de la planète. Mais comment dérouler une chaîne génétique qui s'étend sur autant de générations ? Une chaîne qui remonte jusqu'aux racines de l'arbre généalogique de l'humanité. Pour cela, il me faut une machine à remonter le temps génétique. Les généticiens ont justement mis au point un tel outil, un moyen de suivre la piste de l'ADN dans le passé. La majorité de nos gènes est un mélange de tous nos ancêtres. C'est ce qui rend chacun d'entre nous unique. Mais il existe une portion de notre code génétique qui reste presque inchangée, le chromosome Y, cette partie de l'ADN que seuls les hommes possèdent. Il se transmet pratiquement tel quel de père en fils, comme un nom de famille. Le chromosome Y relie tous les hommes vivants aujourd'hui à ceux qui ont vécu dans le passé. Ce petit bout d'ADN nous permet de remonter dans le temps pour voyager dans l'histoire de l'humanité. De nos jours, on utilise l'ADN pour déterminer si un homme est bien le père biologique d'un enfant. Pourrait-il établir un lien entre les milliards d'hommes peuplant la planète aujourd'hui et un ancêtre unique? Pour Spencer Wells, la réponse est oui. Le chromosome Y peut nous dévoiler les origines des hommes du monde entier. D'Afrique en Amérique, toutes les branches de l'arbre émanent d'un tronc unique. Le chromosome Y fait le lien entre les hommes d'aujourd'hui et leurs ancêtres communs. Il faut mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler des super-ancêtres, des hommes qui ont laissé leur patrimoine génétique à un grand nombre de descendants mâles. Ils sont comme des embranchements dans les ramifications de l'arbre, des endroits où un grand nombre de branches sont générées par un même homme. Les généticiens peuvent remonter encore plus loin dans l'arbre, jusqu'au super-ancêtre ultime, l'Adam scientifique.
À la fin des années 90, Spencer Wells a organisé une série d'expéditions sur les terres de Gengis Khan, dans les steppes et les montagnes d'Asie centrale. Quand les scientifiques de l'équipe ont étudié les chromosomes Y des hommes de la région, ils ont fait une découverte stupéfiante. Plus de 8% des hommes sont cousins. Les chiffres sont incroyables. Environ 16 millions d'hommes de la région sont les descendants d'un ancêtre mâle commun. Comment un petit bout d'ADN peut-il révéler un détail aussi fondamental sur autant d'individus? La réponse, les mutations génétiques. D'infimes modifications du chromosome Y qui ont le pouvoir incroyable de montrer de qui descendent ces hommes et même d'où ils viennent. La plupart du temps, le chromosome Y est transmis intact de père en fils, comme un nom de famille. Mais parfois, il subit de légers changements. Tout comme l'orthographe du nom peut évoluer au fil du temps. Occasionnellement, une mutation sans conséquence apparaît sur le chromosome Y d'un homme. Tous ses fils héritent de cette particularité, puis tous leurs fils, et ainsi de suite. Tous ses descendants seront donc marqués par ce détail génétique. Voilà comment Spencer Wells a constaté que 16 millions de gens étaient cousins. Leur chromosome Y présentait les mêmes mutations. Cela signifie qu'ils sont les descendants d'un seul homme, un super ancêtre d'Asie centrale. Mais qui était-il? Spencer Wells et d'autres détectives généticiens ont assemblé les pièces du puzzle. Les mutations sont concentrées en Mongolie et remontent à près de 1000 ans. Selon les scientifiques, ce devait être un homme de pouvoir avec de nombreux fils pour perpétuer sa lignée. Tous les indices désignent un homme, Gengis Khan. Ces preuves sont indirectes mais incontestables. L'empire de Gengis Khan s'étirait du Kazakhstan à la Corée. Il a fondé une dynastie qui a survécu sur plusieurs générations. Ses fils et petits-fils ont eu le pouvoir et la possibilité de propager son chromosome Y. Tandis que ses armées envahissaient l'Asie centrale, elles ont exterminé leurs ennemis et souvent, dit-on, pris leurs femmes. En conséquence de quoi beaucoup d'enfants sont nés porteurs du chromosome Y de Gengis Khan et les lignées d'autres hommes ont été rayées de la carte. Nul ne sait où a été enterré le corps et donc l'ADN de Gengis Khan. Mais les mutations de son chromosome Y survivent dans ses descendants actuels. Les recherches montrent que le chromosome Y peut nous faire dérouler le fil génétique sur plusieurs siècles. Mais pour localiser l'Adam scientifique, nous devons retrouver un homme aux origines de l'humanité qui a eu non pas des millions, mais des milliards de descendants. C'est une enquête extraordinaire. Adam était peut-être le premier humain réellement moderne. Nous pourrons retrouver son Éden et reconstituer son visage. C'est une quête scientifique et pourtant l'idée qui la sous-tend a été développée dans un document religieux, la Bible. Des siècles avant l'ère de la génétique, le livre de la Genèse nous parle d'un homme qui serait notre ancêtre à tous. La Bible ne donne aucune description physique d'Adam, si ce n'est qu'il a été créé à partir de poussière, à l'image de Dieu. Et sa côte a été la matière première pour donner vie à la première femme, Ève. Dieu leur a donné un endroit où vivre, le jardin d'Éden. Mais bientôt, tentés par un serpent, Adam et Ève ont goûté à l'arbre de la connaissance. Et Dieu les a chassés du paradis. Adam et Ève ont eu des enfants. Et selon la Bible, cette famille originelle s'est agrandie jusqu'à inclure tous les humains actuels. La Bible nous a donné l'idée d'Adam. Mais pour trouver son incarnation scientifique, il faut faire appel à la génétique moderne.
Si nous y parvenons, nous pourrons établir un lien entre tous les hommes actuels et un Adam génétique. Et peut-être même trouver son jardin d'Éden. Spencer Wells a prouvé que l'ADN pouvait nous faire explorer l'arbre généalogique de l'humanité. Avec une équipe internationale de scientifiques, il a montré comment un seul homme, Gengis Khan, avait pu engendrer des millions de descendants. Même si nous ne sommes encore que dans les plus hautes branches de l'arbre, Spencer Wells est persuadé que le chromosome Y peut nous conduire jusqu'au tronc, jusqu'à Adam. Et cela nous permettra de savoir d'où il venait, de localiser son paradis. Mais déterminer l'origine géographique des ancêtres d'un être humain n'est pas une mince affaire. À cause des migrations humaines, les chromosomes Y peuvent se retrouver à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer n'importe quelle grande ville. Dans une rue new-yorkaise, les chromosomes Y de dizaines de pays peuvent se croiser. Cela rend notre travail de généticien des populations très difficile, car les pistes sont brouillées. Aujourd'hui encore, la planète entière est un melting pot. Comme les humains se déplacent à la surface du globe, ils se retrouvent souvent à vivre bien loin du lieu d'apparition de leur lignée. Au sommet, les branches de notre arbre généalogique ont tendance à s'emmêler. Il devient de plus en plus difficile de retracer une ascendance familiale. Il n'existe qu'un seul moyen pour y voir clair, analyser les chromosomes Y de gens qui vivent toujours sur la Terre de leurs ancêtres. Pour obtenir une représentation fiable de notre arbre généalogique, Spencer Wells dirige un projet de recherche en coopération avec la National Geographic Society et IBM, baptisé Genographic Project. C'est une entreprise herculéenne qui durera des années. Mais au final, Spencer Wells pourra dire d'où vient chaque habitant de la planète. Avec ses collègues, il a quadrillé le monde entier pour collecter des échantillons d'ADN. Des aborigènes d'Australie aux Indiens d'Amérique du Sud. Ils ont sillonné toute la surface du globe, l'Asie centrale, l'Afrique du Sud ou encore la Sibérie. Spencer Wells peut déjà tirer une foule d'informations sur les origines d'un homme en étudiant son chromosome Y. Et il pense avoir découvert quelque chose de surprenant dans le passé de l'un des plus illustres personnages de l'histoire américaine. Le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson. Les recherches sur le chromosome Y de Jefferson ont déjà révélé des détails étonnants. On a longtemps suspecté qu'il a eu des enfants avec son esclave, Sally Hemings. Une étude génétique de 1998 a confirmé cette rumeur avec une quasi-certitude. Ainsi, cet homme blanc a bien eu des descendants noirs. Mais aujourd'hui, Spencer Wells pense avoir fait une découverte dont personne ne se doutait. Non pas sur les descendants de Jefferson, mais sur ses ancêtres, ce qui pourrait bien nous rapprocher un peu plus d'Adam. Wells a remarqué que les mutations du chromosome Y de Jefferson ne semblaient pas européennes. Mais d'où venaient donc ses ancêtres? Pour en avoir le cœur net, Spencer Wells a besoin d'un échantillon d'ADN. La piste le mène jusqu'en Virginie. L'un des plus proches parents vivants de ce père fondateur de l'Amérique vit à Fries. Connaissez-vous vos ancêtres? Savez-vous de qui vous descendez? De Thomas Jefferson. Odin Jefferson a le même nom que le président. Il a également hérité de son chromosome Y. Ça ne fait pas mal. Il suffit de frotter ça à l'intérieur de la joue, vous raclez bien de haut en bas. Tout porte à croire que Jefferson était d'origine européenne. Les généalogistes ont fait remonter l'histoire de sa famille jusqu'à la France et à l'Angleterre médiévale. Mais le test montre quelque chose dont personne ne se doutait. Le chromosome Y de Jefferson ne le relie pas à l'Europe, mais au Moyen-Orient, là où se trouvent le Liban et la Syrie actuelle. Selon toute hypothèse, l'un de ses ancêtres directs vivait dans un pays qui n'existe plus, la Phénicie, appelée Canaan dans la Bible.
Jefferson avait une physionomie européenne, mais son chromosome Y décrit une autre réalité. Il prouve que notre apparence physique ne nous dit pas vraiment d'où nous venons. Et il soulève la question de l'image traditionnelle d'Adam. Pendant des siècles, les peintres l'ont représenté sous les traits d'un Européen. Pour beaucoup d'entre nous, voilà le visage d'Adam tel qu'il apparaît sur le plafond de la chapelle Sixtine, imaginé par Michel-Ange. Il ressemble à un bel Italien aux muscles saillants. Mais est-ce un portrait fidèle de l'ancêtre commun à tous les hommes? L'histoire de Jefferson laisse penser qu'il était sans doute très différent. Mais l'ancien président peut nous conduire encore plus loin dans le passé, bien avant son ancêtre phénicien. Car il présentait une mutation spécifique qu'il partage avec des hommes issus de pays très différents. Avec les mêmes techniques que celles utilisées pour Gengis Khan, Spencer Wells peut établir un lien entre cette mutation et un ancêtre commun essentiel. Baptisé M9, il vivait il y a environ 40 000 ans. Selon Spencer Wells, cet homme pourrait être l'ancêtre de la moitié des hommes de la planète. Adam se rapproche. Mais Wells est conscient que certains hommes n'ont pas la mutation de M9. Pour identifier l'ancêtre commun de tous les hommes, il doit remonter encore plus loin. Quelle sera sa prochaine étape? Certains indices scientifiques ne viennent pas de la génétique. Ce sont des restes tangibles de nos ancêtres, leurs ossements. Avant la découverte de cet outil extraordinaire qu'est l'ADN, nous retracions l'histoire de l'humanité presque entièrement grâce aux fossiles. Mais cette représentation était incomplète. Les plus anciens fossiles viennent d'Afrique et ont plusieurs millions d'années. Mais des vestiges humains antiques ont été retrouvés dans d'autres sites, bien plus loin. Le Moyen-Orient a livré de très anciens fossiles humains. Et des restes préhumains ont été découverts en Asie. Les traces fossiles désignent 3 régions pouvant être le berceau de l'humanité. L'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'ADN peut-il nous dire laquelle a donné naissance à l'Adam scientifique? Spencer Wells veut trouver un endroit où se croisent des individus originaires des 3 régions. En étudiant les routes commerciales du passé, il met la main sur un possible candidat, la petite île de Paté au large de la côte kenyane. C'est un endroit envoûtant où certains détails détonnent sur la terre africaine. D'étranges ruines. C'est la mosquée principale. Elle était peinte en noir. On le voit encore. Des monuments qui pourraient être musulmans. Des sépultures qui semblent presque chinoises. Même les visages des habitants évoquent un étrange métissage. Certains ont la peau claire des Européens, d'autres pourraient être arabes, et quelques-uns ont les yeux presque bridés. Durant des siècles, des marchands du monde entier ont fait escale ici. Ils venaient d'Europe, du Moyen-Orient, ou peut-être même de Chine. L'histoire a créé ici un melting pot génétique. En prélevant un échantillon d'ADN, nous pourrons en savoir beaucoup plus sur vos ancêtres. Si les chromosomes Y de ces hommes mettent en évidence un ancêtre commun à tous ces groupes ethniques, ils pourraient nous conduire jusqu'à Adam. Ouvrez la bouche. Spencer Wells effectue des prélèvements sur 25 hommes. Merci beaucoup. Ouvrez la bouche. Où est née votre mère? Les analyses ADN prouvent que les hommes de Paté viennent d'un peu partout. Leurs ancêtres étaient originaires d'Afrique, d'Europe
d'Arabie, d'Inde et du croissant fertile du Moyen-Orient. On constate sur cette île minuscule plus de variations génétiques que dans beaucoup de pays. Et les échantillons font apparaître quelque chose de capital, un nouveau super-ancêtre. Bien que l'origine géographique des chromosomes Y soit très variée, ils ont presque tous un point commun. Une mutation particulière que les scientifiques appellent M168. Des hommes vivant sur toute la surface du globe possèdent cette même mutation. Gengis Khan et les Mongols de San Francisco l'ont, de même que Thomas Jefferson et Spencer Wells lui-même. Près de 3 milliards d'hommes présentent cette mutation, ce qui signifie qu'ils descendent tous du même homme. C'est un concept renversant. Gengis Khan a peut-être eu des millions de descendants, mais l'homme chez qui est apparue en premier cette mutation génétique en a eu des milliards. Nous approchons du pied de l'arbre. Cet homme M168 pourrait-il être Adam? Mais il y a un hic. Spencer Wells a trouvé une exception parmi les hommes de pâté. Son chromosome Y n'a pas cette mutation essentielle. C'est un détail qui change tout. Et il n'est pas le seul. D'autres ne sont pas les descendants de M168. Il ne peut donc pas être Adam. M168 se situe très bas dans l'arbre généalogique, mais il n'est pas au pied. Et le chromosome Y de l'homme différent des autres nous apporte la dernière pièce du puzzle. La lignée de cet homme est née en Afrique de l'Est ou du Sud. En comparant son chromosome Y à celui de milliers d'hommes du monde entier, on aboutit à une conclusion décisive. Ces mutations originaires d'Afrique apparaissent sur tous les chromosomes Y de tous les hommes vivant actuellement sur la planète. Ce sont les mutations universelles que nous cherchions. Nous avons suivi la piste génétique jusqu'au tronc de l'arbre. Toutes les branches conduisent à un seul homme, un seul chromosome Y. Il y a bien eu un ancêtre unique à tous les hommes actuels. C'est lui le super-ancêtre suprême, l'Adam scientifique. L'un de ses descendants était M168. Il est aussi l'ancêtre de l'ancêtre moyen-oriental de Thomas Jefferson. Il a donné naissance au chromosome Y de Gengis Khan. En résumé, tous les chromosomes Y du monde remontent à un homme africain. C'est bien lui, l'Adam scientifique. Au vu de la répartition géographique des chromosomes Y africains, Spencer Wells pense qu'il est né quelque part dans la région de la vallée du Rift, en Afrique de l'Est, peut-être en Tanzanie ou en Éthiopie. Selon lui, voici le pays natal de l'Adam scientifique, son jardin d'Éden. La génétique est capable de dater les mutations du chromosome Y pour calculer l'âge de l'Adam scientifique. Ainsi, Spencer Wells estime qu'il est né il y a environ 60 000 ans. Cela semble lointain, mais en réalité, cela signifie que notre quête d'un ancêtre commun ne nous a pas menés jusqu'à l'époque des hommes singes ou même des hommes primitifs comme les Homo erectus. En comparaison des milliards d'années de l'évolution humaine, nous avons localisé Adam dans un passé très récent. Spencer Wells sait maintenant que l'Adam scientifique a bel et bien existé, quand il vivait et même probablement d'où il venait. Mais qui était-il? Comment est-il devenu le super-ancêtre de tous les hommes actuels? Et à quoi ressemblait-il?
Le portrait qui se dessine n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre. Sous les pinceaux de Michel-Ange, Dieu donne la vie à un homme de type européen. Depuis les dernières données géographiques et temporelles concernant Adam, on sait qu'il ne pouvait ressembler à ça. Pour la première fois, il est possible de dresser un nouveau portrait d'Adam sur des bases scientifiques. Un homme sait comment imaginer le visage d'Adam même en l'absence de son crâne. Pour décrire son métier, Frank Bender dit qu'il recompose les décomposés. C'est un sculpteur travaillant pour la police scientifique, un artiste capable de redonner vie aux morts. Il collabore régulièrement avec des enquêteurs du monde entier pour mettre un visage sur les cadavres, même quand il ne reste pas grand-chose du crâne. La moitié du crâne avait été brûlée. Je n'avais donc que l'autre pour travailler. J'ai fait une reconstruction et elle a été identifiée grâce à mon travail. Maintenant, Frank Bender va mettre son talent au service d'Adam. Nous n'avons pas le crâne d'Adam, mais Frank Bender va baser sa reconstruction faciale sur ce qui s'en rapproche le plus. Il se rend donc au Muséum américain d'histoire naturelle à New York. Gary Sawyer est expert dans la reconstruction des visages préhistoriques. Selon lui, ce crâne, retrouvé sur le site de Kafzeh, en Palestine, est une bonne base pour Adam. Il possède à la fois des traits modernes et des caractéristiques plus archaïques, avec un front bas et des arcades sourcilières proéminentes. Le crâne de Kafzeh a environ 100 000 ans. Celui d'Adam serait donc bien plus moderne. Frank Bender va devoir évaluer ce que des millénaires d'évolution ont pu faire à la physionomie de l'homme de Kafzeh. Il utilise d'abord son expérience en médecine légale pour imaginer à quoi il ressemblait. Il peut extrapoler les traits de son visage à partir de sa structure crânienne. La forme des fossettes, le tracé des mâchoires, la largeur du nez, la taille du menton. L'homme de Kafzeh a donc 100 000 ans. Pour reconstruire le visage d'Adam, Frank Bender doit donc actualiser son portrait de 40 000 ans. Au fil de l'évolution, la forme du crâne humain a été modifiée. Diminution de l'arcade sourcilière, position plus verticale du front et avancée du menton. Adam devrait être à mi-chemin entre cet homme d'autrefois et les humains d'aujourd'hui. Frank Bender doit donc trouver cette étape intermédiaire et pour cela, il lui faut un visage moderne à comparer au crâne ancien. Et pas n'importe quel visage. Il veut quelqu'un dont l'ascendance remonte presque directement à Adam. Spencer Wells sait où chercher. En Afrique de l'Est vit l'ethnie peu connue des Hadzabe. L'ADN de ces hommes est un lien quasi direct jusqu'à Adam. Ils sont comme une fenêtre sur son monde. Et un indice sur l'allure qu'il devait avoir. L'ADN scientifique devrait être à mi-chemin entre l'homme de Kafzeh et l'un de ses visages. Comme celui du chef de la tribu Hadzabe, Julius Indaya, Ume. Mais comment établir son portrait robot? Pour fusionner ces deux visages, Frank Bender se tourne vers une technologie développée pour des applications sécuritaires comme la lutte antiterroriste. Les logiciels de reconnaissance faciale mesurent les caractéristiques qui rendent un visage unique. Des variables comme la distance entre les yeux ou la largeur du nez. Les ingénieurs ont choisi plus de 200 traits qui définissent la forme du visage de l'homme de Kafzeh, pour en faire un modèle mathématique.
Puis ils font de même avec le chef des Hadzabe. L'ordinateur compare ensuite les deux séries de données, deux visages que 100 000 ans séparent, avant de calculer un modèle intermédiaire, celui d'Adam. Une imprimante convertit le modèle informatique en un crâne en 3 dimensions. Au fur et à mesure que sortent les feuilles, une tête reconstituée émerge. Frank Bender s'en servira de point de départ pour donner enfin un visage à Adam. Mais les Hadzabe peuvent nous apporter bien plus qu'une idée de l'allure de l'Adam scientifique. Ils sont une porte ouverte sur sa vie et peuvent nous révéler en quoi Adam et ses descendants étaient si exceptionnels qu'ils ont pu engendrer tous les hommes de la Terre. Les mutations du chromosome Y montrent que l'Adam scientifique est né il y a environ 60 000 ans. C'était une époque hors du commun dans l'histoire de l'humanité qui traversait alors une grave crise. Selon les scientifiques, les humains étaient au bord de l'extinction. La population mondiale avait sans doute chuté à quelques milliers d'individus. Mais après cette période critique, les humains ont entamé une ascension fulgurante. Pour la première fois, l'art est apparu. Et les outils sont devenus plus sophistiqués. Cette nouvelle énergie et ce vent d'innovation ont permis à l'espèce humaine de conquérir la planète. Quelque chose de capital a changé dans la nature humaine. Le facteur déclencheur reste un mystère, et pourtant il semble être arrivé juste après Adam. Est-ce une coïncidence? Je l'ignore. Peut-être. Mais il est également possible qu'Adam ait été celui qui a mis en branle ces changements. Comment un seul homme a-t-il pu changer toute une espèce? Spencer Wells a une théorie. Elle est avant-gardiste et très provocatrice. Il pense qu'Adam a pu être le premier être humain ayant la capacité de penser comme nous, le premier véritable homme moderne. Et s'il le pouvait, il remonterait dans le temps pour le prouver. Pour l'heure, l'ethnie des Hadzabe en Tanzanie est la meilleure solution dont nous disposons. Elle nous permet une plongée directe dans l'époque d'Adam. En tant qu'êtres humains, les Hadzabe sont aussi modernes que les autres habitants de la planète. Mais leur société perpétue le mode de vie des premiers hommes modernes à l'époque d'Adam. Les Hadzabe sont des chasseurs-cueilleurs. Survivre dans un tel environnement est un défi permanent. Ils font appel à une ingéniosité qui, selon Wells, pourrait être née avec Adam lui-même. Ces Hadzabe ressemblent sans doute à Adam et son clan se préparant pour la chasse. Ils ont trouvé le moyen de transformer les arbres locaux en armes redoutables. Leurs arcs sont solides mais souples. Leurs flèches sont redressées sur les braises. Ces techniques semblent rudimentaires, mais au moment de leur invention, elles étaient révolutionnaires, car ces armes pouvaient tuer à distance et avec précision. L'arc et les flèches ont été une innovation essentielle. D'autres modifications ont rendu les premières armes encore plus meurtrières. Et ça, c'est pour le poison. C'est une belle arme. Un autre progrès décisif. Les Hadzabe partent pour la chasse, tout comme Adam et ses fils l'ont peut-être fait autrefois pour se mesurer au gibier avec leurs armes et leur intelligence. Les techniques de chasse des Hadzabe sont efficaces, mais elles ont dû être inventées et développées par quelqu'un. Quelqu'un qui a eu l'idée d'aller au-delà des savoir-faire utilisés par sa tribu jusque-là.
Spencer Wells pense qu'Adam lui-même a été le premier à faire preuve d'une telle intelligence. La culture de l'innovation est l'une des clés de la réussite de l'espèce humaine. Mais une autre compétence a donné un coup de pouce à ce génie, le langage. Selon Spencer Wells, Adam pourrait avoir eu une capacité inédite à utiliser un langage complexe. Et justement, les Hadzabe peuvent nous faire découvrir comment parlait Adam. Simba, lion. Il parle l'une des langues les plus complexes du monde. Au milieu des voyelles et des consonnes habituelles se mêle toute une série de clics. Leur langue est bien plus élaborée que la plupart des langues modernes, ce qui laisse penser qu'elle existe depuis plus longtemps. À titre de comparaison, l'anglais possède une trentaine de sons différents, tandis que les langues à clics en comptent plus d'une centaine. Les scientifiques pensent qu'à l'époque où les humains ont commencé à parler, ils utilisaient des clics comme cela. Peut-être Adam parlait-il comme ces hommes. Comme l'arc et les flèches, ces sons ont beau être simples, ils pourraient être ce qui a donné à Adam son intelligence révolutionnaire. Les Hadzabe nous ont permis d'explorer le monde d'Adam. Maintenant, Frank Bender peut nous montrer à quoi il ressemblait. Son ambition ne se résumait pas à sculpter Adam, il voulait aussi révéler sa personnalité. J'essaye de rentrer dans sa tête comme je le fais avec un fugitif. L'intuition est une passerelle entre l'art et la science. C'est le ciment qui fait tout tenir, ce qui donne cette vie, cette étincelle. J'imagine un homme plein de vie qui ressentait à peu près les mêmes émotions que nous, alternant entre la confiance et l'insécurité. Enfin, Spencer Wells se trouve face à face avec celui qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. On peut deviner pourquoi les autres lignées ont disparu et pourquoi lui est devenu notre ancêtre. La science ne peut nous dire en quoi Adam était différent. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. Peut-être certains n'ont-ils eu aucun descendant ou que des filles. Quoi qu'il en soit, leurs chromosomes Y ont disparu à jamais. Seule la lignée d'Adam a survécu. Voilà comment il a pu devenir notre super ancêtre suprême. Il naît il y a environ 60 000 ans. Il apprend vite et finit par s'imposer comme le chef de sa tribu. Sa maîtrise du langage le démarque des autres. Il invente peut-être des armes plus puissantes ou prend le commandement des parties de chasse en mettant au point de nouvelles stratégies. Mieux que les autres hommes, il sait protéger sa famille et sa tribu, ce qui le rend très populaire auprès des femmes. Il a plus de descendants que les autres. Ses fils héritent non seulement de son intelligence, mais aussi bien sûr de son chromosome Y.
Comme avec Gengis Khan et ses fils, les chromosomes Y d'Adam commencent à se propager à travers la population et son intelligence donne à ses descendants la capacité de quitter l'Afrique pour peupler le reste de la planète. Il y a environ 50 000 ans, nous avons commencé à nous disséminer au-delà de l'Afrique. Certaines populations sont parties à cette époque et très vite, elles ont atteint des régions aussi éloignées que l'Australie. Il n'a suffi que quelques milliers d'années. Et 1 ou 2 millénaires, ce n'est rien. Et Spencer Wells peut faire remonter ce moment clé à un Adam scientifique. Ce n'est pas l'homme créé par Dieu dans la Genèse. Mais aujourd'hui, des siècles après la Bible, la science a confirmé l'authenticité de l'idée de base de la Bible. Il y a bien eu un homme dont l'ADN survit dans chaque homme vivant sur la Terre aujourd'hui. Son jardin d'Éden était sans doute l'Afrique de l'Est. L'Adam scientifique unit tous les hommes actuels. De Bono à Nelson Mandela. De Tiger Woods à David Beckham. d'Oussama Ben Laden au Dalai Lama. Dans les faits, nous sommes tous les membres d'une même famille élargie. Nous sommes tous cousins. Et selon certains, c'est justement le message de la Genèse. Adam représente chacun d'entre nous et c'est en cela qu'il est important. Non pas Adam en tant qu'individu, mais parce qu'Adam est chaque individu. Nous sommes tous Adam. En identifiant l'Adam scientifique, le chromosome Y n'a pas seulement uni tous les hommes. Il a aussi trouvé un terrain d'entente entre les mondes de la science et de la foi.